Bonjour, ici Philippe sur 5 mars pour Québec Nouvelle. Donc, je voulais revenir aujourd'hui juste vite sur quelque chose que je vois circuler sur les réseaux sociaux depuis hier, là. Cette grille d'analyse du Cégep Garneau pour départager la gauche et la droite, qui est bon, évidemment extrêmement biaisée, là. Quand tu regardes juste le champ lexical, on dirait que la gauche c'est les gentils, la droite c'est les méchants. Je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve ça plus nuancé qu'à ça en a l'air. Donc, on va aller voir point par point qu'est-ce que je veux dire par là. Donc ici, on a le tweet en question. Là. Donc l'enseignant qui a développé cette fiche comparative ne connaît rien à la science politique, mais au moins il fit toutes les cases de la diversité. Bon, le gars en question est apparemment un doctorant, là, un politologue, un doctorant en sciences politiques. Je trouve ça surprenant quand même qu'ils disent ne connaît rien à la science politique, parce que, comme je dis, c'est plus nuancé. Là. Fait qu'on va aller voir ça, c'est... Donc, comme on voit ici, bon, il explique d'entrée de jeu, la droite et la gauche ne sont pas des idéologies. Effectivement, c'est plus des attitudes par rapport à la réalité, par rapport à la vie, qui font en sorte que à l'intérieur de la gauche et la droite, il y a plusieurs idéologies de droite, plusieurs idéologies de gauche. Mais la gauche et la droite en tant que telles ne sont pas des idéologies. Bon, ça, on a déjà enlevé ça du chemin. Maintenant, ce que je pense qui fait en sorte que les gens sont particulièrement choqués par ça, c'est que je pense que le monde se met à lire ça d'entrée de jeu, puis ils se disent, OK, gauche, droite, donc ça signifie que on dit que ça, c'est des caractéristiques de gauche, ça, c'est des caractéristiques de droite. L'affaire qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est pas des caractéristiques de gauche ou de droite, c'est ce que la gauche pense de, admettons ici, l'être humain, la société, la culture. Donc, c'est pour ça que d'entrée de jeu, on peut penser que ce que ça dit, c'est la gauche est altruiste, rationnelle, maître de lui-même, et que la droite, c'est son égoïste, irrationnel, esclave de leurs pulsions, de leurs instincts. Mais non, on ne dit pas ça. Ce qu'on dit, c'est que la gauche considère que l'être humain est altruiste, rationnel, maître de lui-même, et la droite considère que l'être humain est égoïste, irrationnel, esclave de ses pulsions et de ses instincts. Maintenant, si on analyse ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que la gauche sont naïfs. Sont vraiment naïfs parce qu'ils croient que de manière naturelle les êtres humains sont gentils envers les uns les autres, hein, qui se donnent des câlins puis qui font juste partager leur bouffe. C'est le méchant système qui les corrompt. Alors que la droite a dit non, je suis désolé, mais la réalité, c'est que le monde est une jungle. Hein. Les êtres humains, c'est des loups pour l'homme est un loup pour l'homme, hein, comme on dit. Je veux dire, ça, ils disent sont esclaves de leurs pulsions, de leurs instincts. Les êtres humains sont pris de plein de vices, hein, et ils sont égoïstes, ils veulent avoir la grosse part du gâteau. Et c'est ce qui fait en sorte que la droite va avoir des perspectives qui sont plus comme respecter la loi et l'ordre, hein, respecter la tradition, respecter les structures, parce qu'ils considèrent que l'être humain en tant que tel, par lui-même, tomberait trop rapidement dans la décadence. Et donc, c'est pour ça que je dis, d'entrée de jeu, on peut se dire, ça n'a aucun sens de dire que la gauche est altruiste, rationnelle et tout ça, et que la droite est comme ça. Mais c'est pas ça que ça dit. Et après, on pourra dire, ben là, ça veut dire que la droite, ils sont vraiment pessimistes. OK, mais juste pour un critère de sécurité, est-ce que c'est pas mieux d'être plus méfiant et plus sur ses gardes, hein? Même pessimiste, que de croire qu'on vit dans un monde de calinours? Donc, c'est ça. Au bout du compte, ça dépend comment le professeur explique sa grille. Parce que ça fait du sens, c'est vrai. C'est juste que il faut quand même le dire que de voir l'homme comme quelqu'un d'altruiste, rationnel, maître de lui-même, ouais, je veux dire, ouais, ok. À un moment donné, il faut revenir sur le plancher des vaches. Maintenant, en société, c'est un petit peu le même principe, basé sur la coopération, l'égalité, l'équité, valorisation de tous, y compris minorités et marginaux. Ouais, la droite considère plus. Non, je suis désolé. Là, la société, c'est des gens qui sont compétitifs, encore une fois, qui sont égoïstes, qui sont en compétition les uns les autres. Et c'est pour ça qu'il y a une hiérarchie. Hein, et le monde veut monter dans la hiérarchie, mais il faut aussi qu'il y ait des règles. Hein, des règles qui. Ça ne veut pas dire que les règles doivent être inégales, hein, que ça doit être comme inéquitable. Ça veut simplement dire que la droite a plus une conception selon laquelle il faut contraindre, dans le fond, les vices de l'homme dans des structures, des hiérarchies, etc. Et là, c'est là ça dit valorisation des élites. Évidemment, valorisation des élites, là, ça dépasse un peu les bornes, parce que là, on quitte le champ de l'analytique. Ça, c'est censé être toutes des positions analytiques. Donc, analytique qui veut dire ce qui est, versus normatif qui veut dire ce qui devrait être. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Que la droite considère que la société valorise les élites? Là, vous voyez, c'est là qu'il y a un biais. Là. Parce que là, c'est comme si on est en train de glisser entre l'analytique et le normatif en disant la droite considère que la société est basée sur la compétition, donc elle valorise les élites. Ce qui fait pas vraiment de sens. Donc ça, c'est un biais clair qui n'a pas d'affaire là. Mais, comme je vous dis, encore une fois, ça fait du sens. Oui, la droite considère que la société est plus compétitive, tandis que la gauche considère que non, ben si
Si on peut vivre on peut vivre d'amour et d'eau fraîche au bout du compte. Hein. On peut juste tourner en rond en dansant autour du feu et tout le monde va être bien heureux dans le meilleur des mondes. Mais encore là, ça dépend comment tu l'expliques. C'est naïf de penser ça. Donc, oui, les termes, hein, le champ lexical peut être plus positif pour la gauche et plus négatif pour la droite, mais au bout du compte, c'est juste que la droite est plus réaliste que la gauche qui essaye de s'imaginer que la société va être super belle par elle-même. Maintenant, cela est intéressant d'ailleurs. Culture unique, s'équivalent et doivent être respectées, elles représentent une richesse et les échanges culturels sont bien vus. Alors que la droite considère que les cultures n'ont pas toutes la même valeur, certaines sont meilleures que d'autres, qui peuvent d'ailleurs représenter une menace. Et je suis désolé, mais encore là, c'est vrai. Ok, je vais pas aller dans des exemples actuels parce que sinon, hein, je pourrais me faire pas mal ramasser, mais mettons qu'on retourne à la préhistoire. Les cultures qui n'ont pas développé l'agriculture se sont faites surpasser par celles qui ont développé l'agriculture, parce que celles qui ont développé l'agriculture engendraient des surplus agricoles, engendraient plus de richesses, et donc prospéraient plus. Ça devenait des cultures plus prospères. Et partout, on le voit qu'il y a certaines cultures qui vont développer certaines technologies, certains concepts sociétaux, certains régimes politiques, certaines religions, etc. Les cultures ne sont pas pareilles et donc ça donne des résultats différents. Et je suis désolé, mais oui, certaines cultures développent de meilleurs résultats. Certaines cultures s'enlisent s'enlisent en maintenant leur chaîne en quelque sorte, hein, avec des systèmes complètement inégalitaires, complètement oppressifs, alors que d'autres réussissent à développer des systèmes qui mettent de l'avant la liberté et l'égalité. D'ailleurs, la gauche devrait être d'accord avec moi là-dessus, qu'on peut progresser vers des meilleurs systèmes. Alors, la notion du progrès fait pas de sens si tu considères que la culture est égale partout. Donc, encore là, je veux dire, ça dépend comment tu l'expliques, mais de considérer que toutes les cultures s'équivalent, c'est encore une fois assez irréaliste. Ça fait pas de sens et la droite considère que c'est pas le cas. Donc, maintenant, si on continue, histoire. Donc, progrès constant pour la gauche, progrès constant vers une société plus juste et équitable, prône des changements en vue d'une meilleure justice sociale et plus d'équité, techno-optimisme. Effectivement, le culte du progrès, hein, est bien ancré à gauche et c'est cette perception que le temps avance et que non seulement on doit, mais qu'il y a toujours un attrait des hommes vers le développement, le progrès. Encore là, comme je dis, ça contredit littéralement ce qu'il disait par rapport à la culture. Parce que si tu crois que ta culture peut devenir meilleure, ça veut dire que tu crois que ta culture à un certain moment de l'histoire par rapport à un autre, c'est deux cultures différentes, donc les cultures s'équivalent pas. En tout cas, ça fait pas vraiment de sens. Mais le fait est que oui, c'est vrai. Et maintenant, la droite considère décadence. La société est en déclin, le changement n'est pas une bonne chose, le développement technologique implique une dissolution morale, nostalgie d'un passé glorieux, technopessimisme, etc. Bon, je trouve que déjà, ça ressemble plus à une définition du réactionnariat, hein, le fait d'être réactionnaire face au changement. En même temps, c'est sûr que le traditionnalisme aussi, ça fait quand même du sens puisque le maintien d'une tradition, hein, c'est un peu le refus de changer. Et encore là, oui, c'est quand même des caractéristiques de droite que, disons, d'être méfiant à l'égard du développement. Donc, je dirais qu'on pourrait réduire ça à, la gauche a une vision un peu en progressisme aveugle, hein, elle croit que tout progrès est une bonne chose. Donc, progrès est de manière inhérente positif. Alors que la droite considère, non, tout changement n'est pas nécessairement bon. Des fois, tu peux faire un changement pour le pire. Hein, et quand tu regardes d'un point de vue historique, c'est tout de même vrai. Certaines choses qui ont été considérées comme des développements à certains moments ont mené à des décadences civilisationnelles. Hein. Je veux dire, on peut en discuter longtemps. Et effectivement, c'est vrai que la droite considère que, on peut déjà partir, disons, avec la droite religieuse, que, direct quand on a quitté le jardin d'Éden, on était dans la décadence et l'homme dans le fond a ce travail de se prévaloir, pas de se prévaloir, mais de ne pas tomber dans le vice, hein, et de constamment essayer de ne pas tomber dans cette décadence, ou en tout cas réparer le péché originel. Donc, c'est sûr qu'il y a cette idée de décadence-là. Si on vient plus récemment, oui, il y a l'idée que, disons, la modernité, hein, et l'abus de liberté est en train de nous rendre décadents, de faire en sorte que les valeurs morales tombent. Et c'est encore une caractéristique qui est effectivement plutôt de droite. Comme je dis, ça dépend comment on l'explique. Et encore une fois, c'est sûr que si la gauche est constamment
avec des lunettes roses et dans un monde de calinours, ben c'est sûr que son champ lexical va juste être positif, va juste être genre style passe-partout, tout est beau dans le meilleur des mondes. Ça veut pas dire que c'est vrai, ça veut pas dire que c'est une bonne chose non plus. Donc encore là, même chose. Maintenant pour l'économie, pour des profits partagés, économie sociale et solidaire, redistribution des richesses. Tout à fait vrai, la gauche prône la redistribution, l'égalité, ou plutôt l'équité. Pour des profits, pour la gauche, bon, pour des profits privés qui engendrent des inégalités. Là, c'est sûr que ça, encore une fois, ça a l'air assez terrible de même. C'est comme qui voudrait engendrer des inégalités. Mais c'est parce qu'on prend un petit peu la chose à l'envers. Il faut comprendre que le concept d'égalité fait en sorte que, admettre, c'est que tu nivelles par le bas. Nécessairement. Nécessairement, tu nivelles par le bas. De vouloir maintenir tout le monde au même niveau, ben, tu vas peut-être en faire monter quelques-uns, mais peut-être que certaines personnes auraient atteint un niveau vraiment supérieur, puis que ce niveau-là, mettons, de richesse, lui aurait permis de développer des nouvelles technologies, d'engager du monde, de créer des entreprises, de faire florir quelque chose, de faire grossir quelque chose. Mais si tu maintiens tout le monde à l'égalité et que tu t'assures que ce qu'on veut, c'est l'égalité des chances. On ne veut pas l'égalité des résultats. Si tu as l'égalité des résultats, c'est qu'au bout du compte, à quelque part, il va falloir que tu opprimes et que tu maintiennes des gens au même niveau que les autres. Maintenant, ce que la droite dit, comme je viens de dire, la droite dit plutôt, nous, on veut l'égalité des chances. On veut qu'à la base, le plus possible, le monde ait l'égalité des chances. Mais au bout du compte, c'est normal qu'il va y avoir des inégalités au bout du compte. On ne peut pas s'assurer que tout le monde va arriver à la même place au bout du chemin. Je veux dire, quelqu'un qui fait des mauvais choix dans sa vie, c'est pas à l'autre de payer pour ça. Donc, nécessairement, oui, des profits privés, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens soient motivés. On en revient au côté égoïste. Quand tu es égoïste, tu es compétitif, tu veux le plus possible croître. Et bien, ça fait en sorte que cette compétition-là, ben, la droite considère que c'est une saine compétition. Et c'est pas nécessairement qu'elle veut que ça engendre des inégalités. Comme c'est formulé là, c'est un petit peu trompeur. C'est pas qu'elle veut que ça engendre des inégalités, c'est que la droite est prête à accepter les inégalités puisque ça mène à plus de productivité, plus de développement, plus de croissance, plus de richesse. Et ben que c'est ça permet aussi la liberté de tous de choisir. Si tu veux choisir de ne pas être compétitif et de faire le moins possible, tu peux dans un système de droite, il n'y a aucun problème, tu peux le faire. Mais celui qui choisit de travailler des dizaines d'heures par jour comme un débile, ben ça il peut le faire aussi. Donc bref, économie fait du sens aussi, fait du sens. Maintenant politique. Donc, agoraphilie politique. Le peuple est jugé apte à se gouverner. Celle-là, c'est intéressant. Principe de bottom-up, donc du bas vers le haut. Les citoyens décident, les autorités exécutent. Bref, pour un pouvoir horizontal, répartition équitable du pouvoir, valorisation de la démocratie, en particulier la démocratie directe par rapport à la démocratie représentative. Effectivement, caractéristique de gauche. Agoraphobie politique, donc le peuple est jugé inapte à se gouverner. Seules les élites le peuvent. Principe de top-down, du haut vers le bas, donc. Les autorités décident, les gouvernés exécutent. Bref, un pouvoir vertical et pyramidal, répartition élitiste. Bon, là, c'est là que tu vois les billets ressortir avec ces... Pas obligé de mentionner répartition élitiste. Valorisation de l'autoritarisme. Encore là, on quitte le... Est-ce qu'ils disent que la politique valorise l'autoritarisme ou ils disent que la droite valorise l'autoritarisme? Vous voyez, c'est là que le professeur quitte complètement, ça dégénère un peu. Il aurait dû rester strictement dans l'analytique, ce que la droite considère d'une manière analytique en analysant, et pas ce que la droite considère doit être une solution à ça. Donc là, ça dérape un peu. Valorisation de l'autoritarisme et de l'élitisme. Complètement ridicule. À défaut de quoi, la démocratie représentative est considérée comme tolérable, crainte de la démocratie directe. Mais crainte de la démocratie directe, complètement vrai, parce que justement, je voulais revenir là-dessus. Tu sais, on donne tout le temps l'exemple de la démocratie athénienne. Mais écoute, à Athènes, c'était les premiers, ils l'ont expérimenté assez souvent, c'était les premiers à dire que la démocratie directe, c'était le règne des démagogues et c'est là qu'il y avait le plus de folie politique qui se déroulait. Et donc, Athènes est tout le temps dans cette espèce de tension-là entre une démocratie directe et une démocratie plutôt représentative, et qui a tout le temps une espèce de balancier entre elle tombe dans la décadence de la démocratie directe, elle retombe avec un petit peu plus de stabilité avec la démocratie représentative. Le point étant que la démocratie directe est un idéalisme, encore une fois, extrêmement naïf, de croire que l'ensemble de la population a assez de temps à passer dans leur semaine, dans leur journée, pour se
se préoccuper de tous les dossiers qu'un régime politique, qu'un gouvernement politique doit gérer, pour après aller dans des assemblées citoyennes. Est-ce que ça vous tenterait, vous, chaque jour, d'avoir à aller à une assemblée citoyenne pour aller juger de tel alinéa, de tel projet de loi? Non, évidemment. C'est normal d'avoir une démocratie représentative parce qu'il faut une certaine forme d'expertise tout de même pour opérer la politique. Et d'autant plus que la démocratie, le fait d'avoir une démocratie directe, admettons même les référendums, oui, ça amène beaucoup de démagogie. Ça amène beaucoup de politique par l'émotion. Ça amène beaucoup de possibilités pour n'importe quel corrupteur de foule de faire ce qu'il veut. Et des foules, hein, ça n'a pas le même QI que chaque individu. C'est pas une foule, c'est pas la somme de toutes les QI, ok? Ça devient un QI inférieur de beaucoup. Ça fait en sorte que la démocratie directe, et oui, effectivement, à droite, on est extrêmement méfiant de ça, parce que c'est pas un système qui est efficace, c'est un système qui mène à des dérives claires. Et ça, tous les politologues sont prêts à le reconnaître. Bon, certains vont être plus pour une démocratie directe, mais je veux dire, de ne pas prendre en considération ces inquiétudes-là, ça serait de mauvaise foi. Et bon, pour en revenir à c'est ça, bon, bottom-up, hein, du bas vers le haut, hein, le peuple est jugé apte à se gouverner. Encore une fois, on en revient à cette espèce d'optimisme un petit peu béat de la gauche contre une option plus méfiante, hein, plus pessimiste et plus sur ses gardes de la droite, qui, elle, pense que le peuple est inapte à se gouverner, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de structure, s'il n'y a pas d'État, si on en vient, mettons, à l'anarchie, hein? Si on veut essayer de mettre en place l'anarchie en tant que telle, on le sait que ça va dégénérer, on le sait qu'il y en a un qui va prendre plus de pouvoir que d'autres, puis que s'il n'y a pas de structure pour gérer ce pouvoir-là, il va l'emporter sur tout le monde. Et là, c'est là qu'on en vient à quand ils disent top-down. Bon, effectivement, oui, ce qu'on veut, c'est que... Et ils disent, bon... ils disent, ouais, c'est ça. À défaut de quoi la démocratie représentative est considérée comme tolérable. Et pas juste tolérable, elle est souhaitable pour beaucoup de la gauche, pour beaucoup de la droite. Là. Une majorité de la droite, c'est la démocratie représentative. Ils veulent pas nécessairement revenir à l'autoritarisme. Toute la droite n'est pas des fachos. Là, ok? On va mettre ça en dehors. Là. Puis c'est ça. Donc le top-down, donc effectivement, on croit que la démocratie représentative, c'est un peu ça, c'est que tu délègues ton pouvoir, mais après ça, le pouvoir est top-down. Donc c'est le gouvernement après qui applique les lois. Hein. On vote une fois de temps en temps, on élit des représentants et après ça, eux, ils gèrent les choses pour nous. Donc oui, effectivement, on est d'accord avec ça. Comme je dis, on tombe pas nécessairement dans l'autoritarisme et nécessairement pas non plus dans l'élitisme. Mais c'est ça, c'est une vision qui est plus de gauche, de penser que tous les droitistes aiment les élites, aiment ça, juste les élites économiques et l'autoritarisme. C'est complètement ridicule. Mais c'est vrai, par contre, qu'il y a une méfiance pour une démocratie directe et qu'on aime mieux que ce soit enchâssé dans un système qui est plus clair, qui est plus établi, dans des traditions, dans des normes, dans la loi et l'ordre, la suprématie de la loi et toutes ces choses-là. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Plus nuancé, là. Il y a beaucoup de points qui sont très importants à comprendre en sciences politiques. C'est des points essentiels à comprendre en sciences politiques pour départager la gauche et la droite, qui sont là-dedans. Il y a quelques dérapes, là, quelques dérives, mais d'une manière globale, ça fait quand même du sens. Comme je dis, ça dépend comment le professeur l'explique. Parce que s'il l'explique et que il fait juste mettre de l'avant que la positivité de la gauche, à elle seule, hein, fait en sorte que c'est elle la bonne personne dans la situation et que la droite est la méchante parce qu'elle est plus méfiante. Là, c'est là que ça devient du mauvais enseignement, mais c'est très possible de comprendre en quoi cette positivité-là de la gauche est justement son problème. C'est le fait d'être trop naïf, d'être trop positif par rapport au monde et de ne pas prendre en considération la complexité et la rivalité et la compétition et le fait que la vie, c'est dur. Et ne pas prendre en considération ça fait en sorte qu'il développe des idéologies complètement débiles. Et c'est ça, je crois que c'est ce qu'on peut en conclure et je pense que c'est assez éloquent justement de comment ça pousse les populations à constamment voir la droite comme la méchante et la gauche comme la gentille parce que ils ont des champs lexicaux qui sont complètement différents. La gauche est dans un champ lexical qui est que dans la positivité et la droite qui est plus dans la méfiance. Donc,
nécessairement, ça donne ces interprétations différentes. Mais quand on gratte un peu, on réalise que être méfiant, c'est être réaliste. Être trop optimiste, c'est peut-être être naïf et être stupide. Donc, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. Passez une bonne fin de journée.